Je viens réclamer mon héritage, dit le garçon de 12 ans avec sa valise cassée. Étienne Leclerc rit devant tout le conseil d'administration. Il ignorait que cet enfant sale était propriétaire de la moitié de son empire. Les portes vitrées de l'immeuble Leclerc Industries s'ouvrirent avec un sifflement automatique et laissèrent entrer quelque chose qu'aucun employé n'aurait jamais imaginé voir dans ce lieu. Un garçon de 12 ans, pieds nus, vêtu de vêtements sales qui sentaient des jours sans bain, portant une valise en cuir si vieille qu'elle semblait sur le point de se désintégrer. C'était midi dans le quartier d'affaires de Paris, et le contraste entre le luxe du hall en marbre et l'apparence de l'enfant était si brutal que plusieurs personnes s'arrêtèrent de marcher pour observer. « J'ai besoin de parler à Étienne Leclerc », dit Mathis d'une voix ferme, mais brisée par la fatigue, s'adressant directement à la réceptionniste. Son visage était sale, ses cheveux emmêlés, et ses yeux sombres montrèrent une détermination qui ne correspondait ni à son âge, ni à son apparence. La réceptionniste Sophie, une femme de 35 ans habituée à traiter avec des cadres en costume, le regarda de haut en bas, avec un mélange de surprise et de dégoût à peine dissimulé. « Petit, c'est une entreprise sérieuse. Ce n'est pas un endroit pour mendier. Il y a une soupe populaire à 3 rues d'ici. Je ne suis pas venu mendier, » répondit Mathis en serrant la poignée cassée de sa valise de main tremblante. « Je viens réclamer mon héritage. Je suis le fils de Marc Leclerc. » Le silence qui suivit fut absolu. 3 cadres qui attendaient l'ascenseur se retournèrent complètement. Un coursier laissa tomber le paquet qu'il portait. Sophie resta bouche bée, incapable de traiter ce qu'elle venait d'entendre. « Qu'as-tu dit ?» demanda-t-elle finalement, sa voix sortant presque comme un murmure. « Je suis Mathis Leclerc. Mon père était Marc Leclerc, le frère d'Étienne Leclerc. Il est mort il y a 3 mois et ma mère est morte la semaine dernière. Je suis venu réclamer ce qui me revient. » Sophie appuya sur un bouton de son interphone de main tremblante, sans quitter l'enfant des yeux. « Monsieur Leclerc, il y a une situation à l'accueil que vous devez voir personnellement. » « Quel genre de situation ?» La voix irritée d'Étienne résonna par le haut-parleur. « C'est difficile à expliquer, monsieur, mais je pense que vous devez descendre immédiatement. » Mathis resta debout au milieu du hall, conscient de tous les regards fixés sur lui. Des employés chuchotaient entre eux. Certains prenaient des photos discrètement avec leur téléphone. D'autres observaient simplement avec un mélange de curiosité et de pitié. Il avait répété ce moment pendant les 5 jours qu'il lui avait fallu pour voyager de Clermont-Ferrand à Paris, 5 jours dans des bus bon marché, dormant dans les gares routières, mangeant le minimum pour que l'argent lui suffise. Il avait répété chaque mot qu'il dirait, mais maintenant qu'il était là, l'estomac vide et les jambes tremblantes de fatigue, les mots lui semblaient insuffisants. L'ascenseur s'ouvrit avec un doux tintement et Étienne Leclerc sortit comme un roi, entrant dans sa cour. Il avait 52 ans mais en paraissait moins grâce à des traitements coûteux et un style de vie privilégié. Son costume gris foncé coûtait probablement plus que ce que la plupart des gens gagnaient en un an. Il avait les cheveux parfaitement coiffés en arrière et une expression de supériorité perpétuelle qu'il avait cultivée pendant des décennies à commander aux autres. Ses yeux se posèrent sur Mathis et son expression passa de l'irritation à l'incrédulité totale, puis à quelque chose ressemblant à du pur dégoût. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda-t-il en regardant autour du hall, comme si l'enfant était un animal qui était entré par erreur. « Qui a laissé entrer ce sale gamin ?»« Monsieur, » commença Sophie nerveusement. « Il dit qu'il est votre neveu. »« Je suis son neveu, » interrompit Mathis, faisant un pas en avant malgré la peur qui lui serrait la poitrine comme un poing. « Je suis le fils de Marc Leclerc, et je suis venu réclamer mon héritage. » Pendant 3 secondes, Étienne Leclerc regarda simplement l'enfant en silence absolu. Puis, il éclata d'un rire si fort et si cruel qu'il résonna dans tout le hall de marbre comme l'écho dans une cathédrale. « Écoutez ça !» cria-t-il pour que tous les présents puissent entendre. « Un enfant des rues dit qu'il est mon neveu. Il dit qu'il est venu réclamer un héritage. » Il continua de rire, se penchant légèrement sous la force de son rire. « D'où as-tu tiré cette idée si créative? D'un mauvais feuilleton? »« Ce n'est pas un mensonge, » insista Mathis, sa voix commençant à se briser. Il fouilla dans sa valise et en sortit une enveloppe jaunie. « J'ai des papiers. J'ai mon acte de naissance. J'ai des papiers. » Étienne l'interrompit, toujours en riant. « Petit, n'importe qui peut falsifier des papiers. Regarde comment tu es habillé. Tu as probablement volé ces documents quelque part. » Les employés qui observaient la scène commencèrent à rire aussi. Certains mal à l'aise, mais suivant l'exemple de leur chef. Il était plus sûr de rire avec Étienne Leclerc que de montrer de la compassion pour quelqu'un qui l'humiliait. « Mon père m'a parlé de vous, » dit Mathis. Les larmes commençaient à se former dans ses yeux.
mais il refusait de les laisser tomber. Il m'a dit qu'il avait un frère à Paris, qu'il s'était disputé il y a de nombreuses années à propos de l'entreprise familiale, que vous aviez tout gardé et qu'il n'avait plus rien. Le sourire d'Étienne se figea une seconde. Il y avait quelque chose dans cette affirmation qui touchait trop près de la vérité, mais il retrouva rapidement son arrogance. « Quelle histoire émouvante !» dit-il avec un sarcasme venimeux. « Laisse-moi deviner. Ton père t'a rempli la tête d'histoire sur une fortune familiale, et maintenant, tu viens ici pensant que tu peux simplement apparaître et réclamer quelque chose qui ne t'a jamais appartenu. Cela m'appartient de droit, répondit Mathis, sa voix tremblante mais ferme. Je suis votre neveu. Je suis de la famille. La famille. Étienne s'approcha de l'enfant, le regardant de haut avec un dédain total. Regarde bien autour de toi, gamin. Tu vois cet immeuble? Tu vois tous ces gens? C'est ce que j'ai construit tout seul, avec mes efforts, avec mon intelligence, pas avec des histoires d'héritage magique. Il se tourna vers les employés qui observaient. Mon frère Marc a été un échec toute sa vie. Il a pris de mauvaises décisions, s'est marié avec la mauvaise femme, et a fini exactement là où il méritait de finir. Dans le néant. Si tu as vraiment eu un père nommé Marc, la seule chose que tu as hérité de lui, c'est son incapacité à faire quelque chose de valeur de sa vie. Les mots frappèrent Mathis comme des coups de poing physiques. Son père était mort d'un cancer 3 mois auparavant, sans argent pour un traitement, travaillant jusqu'au dernier jour de sa vie dans un atelier de mécanique pour subvenir aux besoins de sa famille. Sa mère était morte de chagrin à peine une semaine plus tard, laissant Mathis complètement seul au monde. Et maintenant cet homme, cet étranger qui partageait son sang, insultait sa mémoire comme si elle n'avait rien signifié. « Mon père était un homme bon », dit Mathis, et maintenant les larmes coulaient sur ses joues sales. Il travaillait 6 heures par jour. Il n'a jamais cessé de prendre soin de nous. Et avant de mourir, il m'a dit que j'avais des droits, qu'il y avait des documents, que vous ne pouviez pas. Simplement pas pouvoir quoi? Étienne l'interrompit brusquement. Ne pas pouvoir te jeter à la rue comme le mendiant que tu es évidemment? Bien sûr que je peux. En fait, c'est exactement ce que je vais faire. Il claqua des doigts vers 2 agents de sécurité qui étaient à proximité. Sortez ce gamin de l'immeuble et s'il réapparaît, appelez la police. Non, cria Mathis en reculant lorsque les gardes s'approchèrent. J'ai le droit d'être ici. Je suis votre neveu. Mon père était propriétaire de la moitié de cette entreprise avant que vous ne le trompiez. Étienne resta paralysé. Ces derniers mots étaient sortis de la bouche du garçon avec une conviction impossible à ignorer. Ce n'était pas la vague revendication d'un escroc. C'était la déclaration spécifique de quelqu'un qui savait quelque chose. « Qu'as-tu dit ?» demanda-t-il, sa voix baissant dangereusement. « Mon père m'a tout raconté avant de mourir », continua Mathis, tremblant mais décidé. « Il m'a dit que lorsque grand-père est mort, il a laissé l'entreprise aux 2 à parts égales, 50% pour chacun. Mais vous l'avez trompé, vous avez falsifié des papiers, et vous avez tout gardé. Mon père n'a jamais eu d'argent pour se battre légalement, mais il m'a fait promettre qu'un jour je viendrai réclamer ce qu'on nous a volé. » Le hall était dans un silence absolu. Maintenant, tous ceux qui observaient pouvaient sentir que quelque chose avait changé dans l'atmosphère. Étienne Leclerc, l'homme le plus puissant de l'immeuble, semblait avoir momentanément perdu la capacité de parler. « Monsieur Leclerc !» Une voix profonde résonna de l'autre côté du hall. C'était maître Julien Dubois, l'avocat principal de l'entreprise. Un homme de 60 ans aux cheveux entièrement blancs et à la réputation d'intégrité absolue. Il avait observé toute la scène depuis son arrivée. Je crois que nous devrions écouter ce que l'enfant a à dire. S'il y a des documents, ils devraient être examinés correctement. Julien, tu ne vas pas croire les bêtises d'un enfant des rues, répondit Étienne. Mais il y avait quelque chose de défensif dans son ton maintenant. Je ne dis pas que je le crois ou que je ne le crois pas. Maître Dubois répondit calmement. Je dis qu'en tant que conseiller juridique de cette entreprise, toute réclamation d'héritage doit être formellement enquêtée. C'est la loi. C'est un vagabond qui essaie de nous escroquer, insista Étienne, mais sa voix avait perdu la confiance arrogante des minutes précédentes. Alors, un examen approprié de ces documents prouvera exactement cela. Maître Dubois s'approcha de Mathis, le regardant avec une expression que l'enfant ne pouvait déchiffrer. « Jeune homme, avez-vous des documents prouvant votre identité ?» De main tremblante, Mathis ouvrit sa valise cassée. À l'intérieur, soigneusement enveloppée dans du plastique pour la protéger, se trouvait une chemise. Il la sortit et la tendit à l'avocat. « Maître. » Dubois l'ouvrit et commença à la feuilleter. Son expression devint de plus en plus sérieuse à mesure qu'il tournait les pages. Acte de naissance, certificat de mariage des parents de Mathis, acte de décès de Marc Leclerc et autre chose.
Copie de documents anciens détaillant la division originale de l'entreprise entre les deux frères. Étienne. Maître. Dubois dit finalement en levant les yeux. Nous devons parler en privé. Il n'y a rien à dire maintenant, répondit Étienne, mais la panique grandissait dans ses yeux. Si, il y a, répondit l'avocat fermement. Cet enfant a des documents qui semblent légitimes, et si c'est le cas, nous sommes face à une situation juridique très grave. Le hall avait éclaté en murmures. Des employés chuchotaient entre eux, certains sortant déjà leur téléphone pour envoyer des messages. La nouvelle se répandrait comme une traînée de poudre. Le puissant Étienne Leclerc, potentiellement face à une réclamation d'héritage légitime d'un enfant des rues, Étienne regarda Mathis avec un mélange de haine et de peur que l'enfant n'oublierait jamais. « Ce n'est pas fini », dit-il d'une voix basse et menaçante. « Si tu penses que tu peux venir ici et me prendre ce que j'ai construit, tu te trompes lourdement. Je ne suis pas venu vous prendre quoi que ce soit, » répondit Mathis en essuyant ses larmes. « Je suis venu réclamer ce que mon père n'a jamais pu, ce qui m'appartient de droit. » Maître Dubois posa une main douce sur l'épaule de l'enfant. « Viens avec moi, Mathis. Nous allons examiner ces documents correctement et nous allons te trouver quelque chose à manger. Quand as-tu mangé pour la dernière fois ?» Mathis ne répondit pas, mais son estomac gargouilla audiblement, répondant pour lui. Tandis que l'avocat guidait l'enfant vers les ascenseurs, Étienne Leclerc resta planté au milieu de son empire de marbre et de verre, ressentant pour la première fois depuis des décennies quelque chose qu'il avait complètement oublié. La peur. Car si ces documents étaient authentiques, si cet enfant sale était vraiment qui il prétendait être, alors Étienne ne risquait pas seulement de perdre la moitié de son empire, il risquait de perdre tout ce qu'il avait construit sur un mensonge. Et quelque part au fond de sa conscience, une petite voix qu'il avait fait taire il y a longtemps lui murmurait la vérité qu'il ne voulait pas admettre. Cet enfant avait raison. Marc Leclerc avait été trompé, et maintenant son fils était venu réclamer la dette. Maître Julien Dubois ferma la porte de son bureau privé et observa Mathis assis dans un fauteuil en cuir presque aussi grand que lui. L'enfant dévorait un sandwich que la secrétaire de l'avocat avait couru acheter, mangeant avec une désespoir qui révélait des jours sans s'alimenter correctement. Ses mains sales tremblaient tandis qu'il portait la nourriture à sa bouche. Et Maître Dubois sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine, en voyant tant de besoin chez quelqu'un de si jeune. « Doucement, mon garçon », dit-il doucement, lui tendant un verre de jus. « Personne ne va te prendre ta nourriture. » Mathis essaya de ralentir, mais c'était presque impossible. La faim était un animal vivant en lui, grognant et exigeant après des jours de privation. Quand il eut enfin terminé, il s'essuya la bouche avec la manche sale de sa chemise et regarda l'avocat avec des yeux qui mêlaient gratitude et honte. « Merci, monsieur. » « De rien. » Maître Dubois s'assit en face de l'enfant, ouvrant le dossier de documents sur son bureau en acajou. « Maintenant, Mathis, j'ai besoin que tu me racontes toute l'histoire depuis le début, et j'ai besoin de la vérité complète, aussi difficile soit-elle. » Pendant l'heure suivante, Mathis raconta tout. Il parla de son père Marc, un homme brillant, mais brisé, qui travaillait dans un atelier de mécanique à Clermont-Ferrand, gagnant à peine de quoi subvenir aux besoins de sa famille. Il lui raconta les nuits où son père, après une journée épuisante, s'asseyait avec lui et lui parlait de Paris, d'un frère qu'il avait jadis aimé, mais qu'il avait trahi de la manière la plus cruelle possible. « Mon père m'a dit que lorsque grand-père est mort, lui et l'oncle Étienne ont hérité de l'entreprise à parts égales, » expliqua Mathis, sa voix petite mais ferme. 50% chacun. Mais l'oncle Étienne était celui qui vivait à Paris, celui qui gérait l'entreprise. Mon père lui faisait confiance. Maître Dubois écoutait avec une attention absolue, prenant des notes occasionnellement. Un jour, mon père a dû voyager à Clermont-Ferrand pour un travail temporaire qu'on lui a offert. C'était bien payé, et nous avions besoin d'argent parce que ma mère était enceinte de moi. Il est resté absent 6 mois. Mathis s'interrompit, les larmes commençant à se former de nouveau. Quand il est revenu, l'oncle Étienne lui a dit qu'il avait réorganisé l'entreprise, que mon père avait signé des papiers renonçant à sa part. Mon père a dit qu'il n'avait jamais rien signé, que c'était des falsifications, mais il n'avait pas d'argent pour engager des avocats. Anla, croche. Et qu'a fait ton père après ça? Il est retourné à Clermont-Ferrand, s'est marié avec ma mère, a essayé d'aller de l'avant. Mathis s'essuya les yeux, mais il n'a jamais oublié, jamais pardonné. Et il m'a fait promettre qu'un jour je viendrai réclamer ce qu'on nous a volé. Maître Dubois examina les documents avec une consternation croissante. Il y avait des actes notariés, des certificats de constitution d'entreprise, des documents montrant clairement la division originale du patrimoine,
Et, ce qui était le plus préoccupant, il y avait des incohérences dans les papiers que Marc était censé avoir signés cédant sa part. « Mathis, dit-il finalement, ces documents semblent authentiques, très authentiques, mais j'ai besoin de te poser des questions difficiles. Pourquoi ton père a-t-il attendu si longtemps? Pourquoi ne s'est-il pas battu avant ?» La réponse sortit dans un murmure brisé. Parce qu'il était malade. Il avait un cancer depuis 5 ans. Tout l'argent qu'il gagnait allait pour des médicaments qui le maintenaient à peine en vie. Il n'y avait rien de plus pour des avocats ou des procès. Mathis regarda directement l'avocat dans les yeux. « Ma mère a vendu tout ce que nous avions de valeur pour essayer de payer les traitements. Et quand mon père est finalement mort, elle s'est simplement éteinte. Les médecins ont dit que c'était un arrêt cardiaque, mais je connais la vérité. Elle est morte de chagrin. » Maître Dubois dut détourner le regard, sentant sa propre gorge se serrer d'émotion. En 40 ans de pratique juridique, il avait vu de nombreux cas, mais jamais un qui l'avait affecté si profondément en si peu de temps. « Et après la mort de ta mère, qu'as-tu fait? » « Je suis resté 3 jours seul dans notre maison, sans savoir quoi faire. Les voisins m'apportaient à manger, mais ils étaient tous aussi pauvres que nous. Alors, je me suis souvenu de la promesse que j'avais faite à mon père. » Mathis ouvrit sa valise et en sortit une photo froissée. « C'est la seule photo que j'ai de mon père avec l'oncle Étienne quand ils étaient jeunes. » Il sourit, les bras sur les épaules l'un de l'autre. « Mon père a gardé cette photo toute sa vie malgré tout. » La photographie montrait 2 jeunes hommes presque identiques en apparence. Debout devant ce qui semblait être un petit atelier de mécanique, Marc et Étienne Leclerc, frères qui furent autrefois inséparables avant que l'ambition et la trahison ne les séparent pour toujours. « J'ai vendu tout ce que nous avions. » Mathis continua. « Meubles, vêtements, tout. J'ai réuni 3 000 €. J'ai utilisé cet argent pour le bus jusqu'à Paris. Ça m'a pris 5 jours parce que je ne pouvais payer que les bus les moins chers, ceux qui s'arrêtaient dans chaque village. 5 jours, et où as-tu dormi? Dans les gares routières. Parfois, une dame me donnait à manger. Une fois, un monsieur m'a acheté un sandwich parce qu'il m'a vu pleurer de faim. » La voix de Mathis se brisa. « Je ne voulais pas mendier. Mon père m'a appris que les Leclerc ne mendient pas, ils travaillent. Mais j'avais si faim. » Maître Dubois se leva de sa chaise et marcha vers la fenêtre, regardant l'horizon de Paris. Depuis son bureau au 20e étage, il pouvait voir la Seine briller sous le soleil de l'après-midi. Cet enfant avait parcouru des centaines de kilomètres seul, affamé, effrayé, pour réclamer un droit qu'il n'était même pas sûr d'avoir. « Mathis, dit-il en se tournant vers l'enfant, je vais être complètement honnête avec toi. Étienne Leclerc est un homme puissant. Il a les meilleurs avocats, des ressources illimitées et des contacts partout. Si nous décidons de nous battre sur cette affaire, ce sera brutal. Ils vont t'attaquer. Ils vont essayer de te discréditer. Ils feront tout leur possible pour te dépeindre comme un menteur. »« Je m'en fiche, » répondit Mathis avec une détermination qui surprit l'avocat. « Mon père est mort pauvre. Ma mère est morte triste. Je ne laisserai pas cela être en vain. Il y a autre chose que tu dois comprendre. That earth, be. That sword, the bee. » Maître Dubois continua. « Si ces documents sont authentiques, et mon instinct me dit qu'ils le sont, nous ne parlons pas seulement d'une partie de l'entreprise. Nous parlons de 30 ans de bénéfices impayés, d'intérêts accumulés, de compensations. Nous pourrions parler de dizaines de millions d'euros. » Mathis cligna des yeux, incapable de comprendre de telles sommes. Pour un enfant qui avait vécu toute sa vie en comptant les centimes, des millions étaient un concept abstrait, presque irréel. « L'argent ne m'intéresse pas, dit-il finalement. Je veux juste que la vérité soit connue. Que l'on sache que mon père n'était pas un raté comme l'oncle Étienne l'a dit, que c'était un homme bon à qui on a tout volé. » À ce moment, la porte du bureau s'ouvrit brusquement. Étienne Leclerc entra sans frapper, accompagné de 2 hommes en costume chair qui étaient évidemment ses avocats privés. « Julien, » dit Étienne d'une voix froide et contrôlée. « Nous devons parler maintenant. »« Étienne, je suis en pleine réunion privée, » répondit Maître Dubois fermement. « Une réunion avec un escroc de 12 ans, tu veux dire ?» Étienne regarda Mathis avec un mépris pur. « J'ai déjà enquêté, Julien. Oui, il a existé un Marc Leclerc à Clermont-Ferrand. Et oui, techniquement, c'était mon frère. Mais c'était un toxicomane, un fainéant qui a abandonné l'entreprise et n'a jamais regardé en arrière. C'est un mensonge. » Mathis se leva d'un bond, les mains serrées en poing. « Mon père n'a jamais pris de drogue, jamais bu. Il travaillait tous les jours jusqu'à ce que le cancer le rende trop faible pour tenir debout. « Asseyez-vous, mon garçon, » dit l'un des avocats d'Étienne d'un ton ennuyé. « Les adultes parlent. »« Non. » Mathis resta debout. « Je ne vais pas m'asseoir pendant qu'ils insultent mon père. » Étienne rit.
Mais c'était un rire sans humour. Quel courage, quelle noblesse! Tu as sûrement répété ce rôle pendant ton voyage depuis la pauvreté. Étienne. Assez, intervint Maître Dubois. J'ai examiné les documents de l'enfant et il existe des preuves substantielles que ses revendications pourraient être légitimes. Légitimes? Étienne se tourna vers son avocat. Julien, te rends-tu compte de ce que tu dis? Ce morveux apparaît de nulle part avec des papiers qui pourraient être falsifiés par n'importe qui. Et toi, les papiers ne sont pas falsifiés, interrompit Maître Dubois, sa voix devenant dure. J'examine des documents légaux depuis 40 ans. Je reconnais l'authenticité quand je la vois, et plus important, je reconnais les falsifications. Et ces signatures que Marc est censé avoir faites cédant sa part de l'entreprise, celles-là semblent bien falsifiées. Le silence qui suivit était si dense qu'on aurait pu le couper au couteau. Étienne Leclerc devint pâle, puis rouge, puis de nouveau pâle. « Tu es viré, dit-il finalement. »« Tu ne peux pas me virer, » répondit Maître Dubois calmement. « Je suis le conseiller général de l'entreprise nommé par le conseil d'administration, pas par toi. Et en tant que conseiller juridique, j'ai l'obligation éthique d'enquêter sur toute réclamation légitime contre la compagnie. »« Il n'y a pas de réclamation légitime, » intervint l'un des avocats d'Étienne. « Cet enfant n'a pas de représentation légale. Il n'a pas de ressources. Il n'a pas... Je serai sa représentation légale, déclara Maître Dubois. La pièce resta dans un silence absolu. Mathis regarda l'avocat avec des yeux énormes, incapable de croire ce qu'il venait d'entendre. « Quoi ?» murmura Étienne, sa voix chargée d'incrédulité et de fureur. « Tu as bien entendu. Je vais représenter Mathis Leclerc dans sa réclamation contre Étienne Leclerc et Leclerc Industries. » Maître Dubois se leva et alla se tenir à côté de Mathis, et je le ferai pro bono, sans demander un seul euro, jusqu'à ce que cette affaire soit résolue. « Tu commets une énorme erreur, » dit Étienne, sa voix tremblante d'une rage à peine contenue. « Je vais te détruire, je vais ruiner ta réputation. Quand j'aurai fini avec toi, tu ne pourras même pas trouver de travail comme stagiaire. Je suis dans cette profession depuis 40 ans avec une réputation impeccable, » répondit Maître Dubois sans sourciller. « Je ne vais pas la ternir maintenant en permettant qu'un enfant orphelin soit piétiné par un homme puissant, surtout quand cet enfant a raison. » Étienne se tourna vers Mathis, ses yeux remplis d'une haine si intense que l'enfant recula involontairement. « Morveux, tu n'as aucune idée à qui tu as affaire. Je peux faire de ta vie un enfer. Je peux m'assurer que tu ne trouveras jamais la paix, que tu n'auras jamais rien. »« Je n'ai déjà plus rien, » répondit Mathis, sa voix étonnamment ferme malgré la peur. « Je n'ai pas de père, je n'ai pas de mère, je n'ai pas de maison. La seule chose qu'il me reste, c'est la vérité. Et la vérité, c'est que vous avez volé mon père, et que vous l'avez ensuite laissé mourir dans la pauvreté pendant que vous viviez dans un luxe construit sur des mensonges. » La main d'Étienne se leva un instant, et pendant un terrible moment, il sembla qu'il allait frapper l'enfant. Mais Maître Dubois s'interposa rapidement. « Touchez cet enfant et je vous assure que vous passerez la nuit en cellule, » dit-il d'une voix d'acier. Étienne baissa la main, respirant difficilement. Ce n'est pas fini, loin de là. Il se retourna et quitta le bureau, ses avocats le suivant précipitamment. La porte se referma avec un bruit qui fit trembler les murs. Mathis s'effondra sur la chaise, tout son corps tremblant. L'adrénaline qu'il avait maintenu debout pendant la confrontation s'évapora finalement, le laissant épuisé et effrayé. « Je suis désolé, » murmura-t-il. « Je suis désolé de vous avoir causé des problèmes. »« Tu ne m'as pas causé de problème, Mathis. » Maître Dubois s'agenouilla devant l'enfant, le regardant dans les yeux. « Tu m'as donné l'occasion de faire ce qui est juste. Tu sais, je travaille pour Étienne Leclerc depuis 20 ans, et quelque part au fond de moi, j'ai toujours su qu'il y avait quelque chose de pourri dans les fondations de son empire. Je ne voulais juste pas le voir. Pourquoi m'aidez-vous? Vous ne me connaissez même pas. Parce qu'il y a de nombreuses années, j'étais aussi un enfant pauvre qui a dépendu de la gentillesse d'un étranger pour avoir une chance. » L'avocat sourit tristement. « Et parce que quand je regarde ces documents, je vois une injustice si flagrante que je ne peux l'ignorer et continuer à me regarder dans le miroir. » Mathis commença à pleurer. Toutes les émotions des derniers jours débordèrent finalement. Maître Dubois le serra dans ses bras, laissant l'enfant sangloter contre son épaule, libérant des jours de douleur, de peur et de solitude. « Que va-t-il se passer maintenant ?» demanda Mathis, quand il put enfin parler. « Maintenant, nous allons nous battre, » répondit Maître Dubois. « Nous allons enquêter sur chaque document, chaque signature, chaque transaction. Nous allons trouver la vérité, et quand nous la trouverons, nous ferons en sorte que tout le monde la connaisse. Et si nous perdons, alors nous perdrons en sachant que nous avons fait ce qui est juste. Mais Mathis, nous n'allons pas perdre, car la vérité finit toujours par éclater. » Cette nuit-là, Maître Dubois emmena Mathis chez lui,
un appartement confortable dans un quartier tranquille. Il lui donna des vêtements propres, un lit douillet. Et pour la première fois en une semaine, Mathis dormit sans peur. Mais dans une autre partie de la ville, Étienne Leclerc ne dormait pas. Il arpentait son penthouse, buvant du whisky cher et regardant l'horizon de Paris avec des yeux pleins d'inquiétude, car il savait quelque chose que personne d'autre ne savait. Les documents étaient authentiques, les signatures étaient falsifiées, et si la vérité éclatait, non seulement il perdrait son entreprise, il perdrait tout. Le matin arriva avec le soleil filtrant à travers les rideaux de la chambre d'amis dans l'appartement de Maître Dubois. Mathis se réveilla désorienté un instant, ne reconnaissant ni le matelas moelleux sous son corps, ni les draps propres qui le couvraient. Pendant des années, il avait dormi sur un vieux lit de camp, avec un matelas mince qui s'affaissait au milieu. Ce lit donnait l'impression de flotter sur un nuage. Puis, la réalité de la veille le frappa comme une vague froide. Son père mort, sa mère morte, l'immeuble d'entreprise. Étienne Leclerc se moquant de lui, Maître Dubois lui offrant de l'aider. Tout était réel. Ce n'avait pas été un cauchemar dont il pouvait se réveiller. Il se leva et trouva des vêtements propres pliés sur une chaise. Des vêtements que Maître Dubois avait clairement achetés pendant la nuit. Un nouveau jean, une chemise simple mais de bonne qualité, des sous-vêtements sans trous, des chaussettes non rapiécées. Mathis toucha les vêtements presque avec révérence. Cela faisait des années qu'il n'avait pas eu de vêtements neufs. Tout ce qu'il possédait étaient des dons ou des achats d'occasion sur les marchés aux puces. Quand il sortit de la pièce, il trouva Maître Dubois dans la cuisine, en train de préparer le petit déjeuner. L'arôme des œufs brouillés, du pain grillé et du café remplissait l'appartement. Mathis sentit son estomac gargouiller, même si cette fois, ce n'était pas le gargouillement désespéré de l'extrême faim, mais un simple appétit. « Bonjour Mathis », l'avocat salua avec un sourire chaleureux. « J'espère que tu as bien dormi. Mieux que depuis longtemps, monsieur. Merci. Assieds-toi. Tu as besoin d'un bon petit déjeuner. Aujourd'hui sera une longue journée. » Pendant qu'il mangeait, Maître Dubois expliqua le plan. « Nous allons aller aux archives publiques de la ville. Nous devons obtenir des copies officielles de tous les documents relatifs à l'entreprise à la mort de ton grand-père. Registre de transfert de propriété, certificat de constitution, tout. Et ça va prouver que mon père avait raison. Ce sera la première étape. Si nous trouvons des incohérences entre les documents originaux et ceux qu'Étienne présente maintenant, nous aurons des preuves de fraude. » Maître Dubois fit une pause, regardant sérieusement l'enfant. « Mathis, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Cela pourrait prendre des mois, voire des années. Et pendant ce temps, Étienne fera tout son possible pour t'intimider, pour te faire abandonner. »« Je n'abandonnerai pas, » répondit Mathis avec la détermination que l'avocat apprenait déjà à reconnaître en lui. « Bien, car moi non plus. » Les archives nationales étaient un bâtiment imposant dans le quartier du Marais. Ses couloirs sentaient le vieux papier et la poussière accumulée depuis des décennies. Maître Dubois connaissait bien l'endroit. Il y avait passé d'innombrables heures au cours de sa carrière à enquêter sur des affaires. L'archiviste, une femme de 50 ans nommée Marthe, avec des lunettes épaisses et une expression perpétuellement sérieuse, les reçut au comptoir principal. « Maître Dubois », dit-elle avec un sourire qui transformait complètement son visage. « Cela fait des mois que je ne vous ai pas vu. En quoi puis-je vous aider aujourd'hui? J'ai besoin d'accéder à des documents d'entreprise datant d'il y a 30 ans. Leclerc Automobile, spécifiquement tout ce qui concerne la mort d'Octave Leclerc et le transfert de propriété. » Marthe leva un sourcil. « Leclerc Automobiles, c'est un grand nom. Êtes-vous sûr de vouloir vous mêler de ça? » « Complètement sûr. Très bien, suivez-moi. » Elle les conduisit à travers des couloirs labyrinthiques remplis d'étagères qui montaient jusqu'au plafond, chacune remplie de boîtes d'archives. Le système d'organisation semblait chaotique pour un étranger, mais Marthe naviguait avec la sécurité de quelqu'un qui avait passé des décennies dans cet espace. « Ici », dit-elle finalement, en désignant plusieurs boîtes sur une haute étagère. « Leclerc Automobile, 1994 à 1996. Les années autour de la mort d'Octave Leclerc. » Maître Dubois et Mathis passèrent les 4 heures suivantes à examiner des documents. Il y avait des centaines de pages, des procès-verbaux de réunion, des transferts d'actions, des certificats notariés, des documents fiscaux. Pour Mathis, la plupart du langage juridique était incompréhensible, mais il observait fasciné Maître Dubois travailler, prenant des notes méticuleuses, marquant des pages spécifiques, photographiant certains documents avec son téléphone. « Regarde ça !» dit soudain Maître Dubois, sa voix tendue d'une émotion contenue, tenant 2 documents côte à côte. « Ceci est le testament original de ton grand-père, enregistré 3 jours avant sa mort.
Il divise l'entreprise exactement par moitié entre Marc et Étienne. Alors, mon père avait raison. Attends, il y a plus. Il sortit un autre document. Et ceci est l'acte de transfert d'action. Daté 6 mois après la mort de ton grand-père, supposément signé par Marc, cédant toutes ses actions à Étienne pour un paiement de 100 000 €. Mathis se pencha pour voir le document. Là, à l'encre noire décolorée par le temps, se trouvait une signature qui disait « Marc Leclerc ». C'est la signature de mon père. Maître Dubois sortit l'un des documents que Mathis avait apporté dans sa valise. Une lettre que Marc avait écrite peu avant de mourir, adressée à son fils, et il mit les deux signatures côte à côte. Même pour les yeux inexpérimentés de Mathis, les différences étaient évidentes. La signature sur la lettre de son père avait un trait spécifique, une inclinaison particulière du M, une manière distinctive de fermer le L. La signature sur le document de transfert était similaire, mais pas identique. C'était comme si quelqu'un avait essayé de copier la signature, mais ne connaissait pas les petits détails qui rendèrent l'écriture de Marc unique. « Elle est fausse, Mathis », murmura-t-il. « Elle est fausse », Maître Dubois confirma. Et il y avait quelque chose qui ressemblait à une victoire féroce dans sa voix. Et je peux le prouver. Mais ils trouvèrent alors quelque chose d'encore plus troublant. Parmi les documents, il y avait une série de chèques annulés, des paiements qu'Étienne était censé avoir faits à Marc pendant cette période de 6 mois. Chaque chèque était pour de petites sommes, 5 000 € ici, 3 000 là, tous avec des notes disant paiement partiel, achat d'actions ou avance, liquidation, héritage. « Qu'est-ce que ça signifie ?» demanda Mathis. « Ça signifie qu'Étienne était méticuleux dans la construction de son mensonge », expliqua Maître Dubois avec dégoût. Il a créé une trace écrite qui faisait croire qu'il payait progressivement Marc pour sa part de l'entreprise. Si ton père avait porté plainte, Étienne aurait pu montrer ses chèques et dire qu'il avait respecté l'accord. Mais mon père n'a jamais reçu cet argent. Il n'a jamais signé d'accord. Je sais, et nous allons le prouver. L'avocat sortit son téléphone. Je vais engager un expert en analyse d'écriture, quelqu'un qui pourra témoigner au tribunal que ces signatures sont falsifiées. Pendant que Maître Dubois passait des appels, Mathis continua à examiner les documents. Il y avait quelque chose de presque hypnotique à voir le papier qui documentait la trahison de son père. Ici, il y avait la preuve noire sur blanc de la façon dont Étienne avait systématiquement volé ce qui appartenait à Marc. Puis il trouva quelque chose qui fit geler son sang. C'était une lettre manuscrite sur papier, à en tête de Leclerc Automobile, datée 2 semaines après le prétendu transfert d'actions. L'écriture était clairement celle d'Étienne. « Cher Marc », disait la lettre, « je regrette que tu ne puisses pas comprendre les décisions commerciales que j'ai dû prendre. L'entreprise avait besoin d'une direction forte, pas d'un associé qui disparaissait pendant des mois. J'espère que tu utiliseras l'argent sagement. Quand tu seras prêt à admettre que tu as pris la bonne décision en vendant, il y aura toujours une place pour toi ici. Ton frère Étienne. » Mathis lut la lettre 3 fois, sentant la rage monter dans sa poitrine à chaque mot. Ce n'était pas seulement la fraude qui était horrible. C'était la façon dont Étienne avait essayé de manipuler Marc, même après l'avoir volé, faisant croire que Marc avait pris une décision commerciale au lieu d'être une victime de fraude. « Maître Dubois !» Sa voix trembla. « Vous devez voir ça. » L'avocat lut la lettre et son expression se durcit. C'est une preuve de culpabilité. Étienne savait exactement ce qu'il faisait. Ce n'était pas une erreur ou un malentendu, c'était une fraude préméditée. Ils passèrent 2 heures de plus aux archives, photographiant chaque document pertinent, prenant des notes exhaustives. Quand ils sortirent enfin du bâtiment, le soleil était déjà bas dans le ciel. Mathis était épuisé mentalement, accablé par la quantité d'informations qu'ils avaient découvertes. « Que faisons-nous maintenant ?» demanda-t-il alors qu'il marchait vers la voiture de Maître Dubois. « Maintenant, nous allons… » L'avocat fut interrompu par une voiture noire, qui s'arrêta brusquement à côté d'eux. 3 hommes en costume sombre en descendirent, et Mathis reconnut 2 d'entre eux comme les avocats qui avaient été avec Étienne la veille. « Maître Dubois », dit le plus âgé d'une voix froide. « Mon client, monsieur Étienne Leclerc, voudrait faire une offre. Je ne suis pas intéressé par des offres. Vous devriez l'être. » L'homme tendit une enveloppe. 100 000 € en espèces pour l'enfant, en échange de la signature d'un document renonçant à toute réclamation contre la famille Leclerc. Mathis sentit le monde s'incliner. 100 000 €, c'était plus d'argent qu'il n'en avait jamais vu de sa vie. Avec cet argent, il pourrait… Quoi ? Louer un petit appartement, acheter de la nourriture pendant des mois, aller dans une bonne école. De plus, continua l'avocat, monsieur Leclerc est disposé à payer l'éducation privée de l'enfant jusqu'à la fin du lycée. C'est une offre généreuse, étant donné qu'il n'a aucune preuve réelle.
Nous n'avons aucune preuve, dit Maître Dubois avec un sourire froid. Nous venons de passer 4 heures à examiner des documents aux archives nationales qui prouvent une fraude systématique. Alors non, nous ne sommes pas intéressés par votre offre de pot de vin. 100 000 €, c'est beaucoup d'argent pour un enfant des rues. Un autre avocat intervint en regardant directement Matisse. Pense-y, mon garçon. Tu pourrais avoir une vie confortable, ou tu pourrais passer des années devant les tribunaux à être publiquement humilié et probablement finir sans rien. Matisse regarda l'enveloppe qui contenait plus d'argent que son père n'en avait gagné en des années de travail acharné. Il pensa à sa mère, qui était morte en s'inquiétant de comment il allait survivre. Il pensa aux nuits où ils avaient dîné à peine du riz parce qu'il n'y avait pas d'argent pour plus. Puis il pensa à son père, mourant lentement d'un cancer, s'accrochant à la promesse qu'un jour son fils réclamerait ce qu'on leur avait volé. Il pensa à la photo de Marc et Étienne quand ils étaient jeunes et heureux avant que la trahison ne les sépare. « Non », dit Matisse, sa voix ferme et claire. « Je ne prendrai pas votre argent. Mon garçon, sois raisonnable. Mon père m'a appris que certaines choses ne se vendent pas, » interrompit Matisse, regardant l'avocat droit dans les yeux. « La dignité ne se vend pas, la vérité ne se vend pas, et la mémoire d'un homme bon ne se vend absolument pas. » Il y eut un moment de silence stupéfait. Les avocats d'Étienne n'avaient manifestement pas prévu qu'un garçon de 12 ans refuserait 100 000 €. « Vous faites une erreur, » dit l'avocat principal en rangeant finalement l'enveloppe. « Mon client est un homme puissant. Il peut rendre vos vies très difficiles. Des menaces maintenant ?» Maître Dubois dit avec dégoût. « Quelle prévisibilité. Dites à votre client que nous nous verrons au tribunal, et dites-lui d'apporter ses meilleurs mensonges, car il en aura besoin. » Les hommes retournèrent à leur voiture et partirent, laissant une traînée de fumée noire. Matisse se rendit compte qu'il tremblait, non de peur, mais de l'adrénaline d'avoir affronté quelque chose d'aussi intimidant. « Tu as fait ce qu'il fallait. » Maître Dubois lui posa une main sur l'épaule. « Vraiment, absolument. Cet argent aurait été assorti de chaînes. Il t'aurait fait signer des documents qui auraient clos l'affaire pour toujours. Tu aurais trahi la mémoire de ton père par commodité. Je ne pourrais pas faire ça. Je sais. Et c'est exactement pourquoi nous allons gagner. » Cette nuit-là, dans son penthouse, Étienne Leclerc écouta le rapport de ses avocats avec une frustration croissante. Quand ils lui dirent que l'enfant avait refusé l'argent, il jeta son verre de whisky contre le mur. « 100 000 €. Et le morveux refuse. »« Monsieur Leclerc, » dit l'un de ses avocats avec prudence. « Il y a autre chose. Nos contacts aux archives nationales nous ont informé que Maître Dubois a passé des heures à examiner des documents, spécifiquement les documents de transfert de propriété d'il y a 30 ans. Étienne sentit son estomac se nouer. Quels sont les dégâts? S'il a un expert en analyse d'écriture, ça pourrait être très grave, monsieur. Étienne marcha vers la fenêtre donnant sur Paris, brillant dans la nuit. Il avait bâti un empire sur les fondations d'un mensonge. Il avait vécu 30 ans dans le luxe et le pouvoir. Tout cela volé à son propre frère. Et maintenant, un enfant de 12 ans menaçait de tout détruire. « Il y a une autre option, dit-il finalement. Monsieur, la garde. L'enfant est orphelin, n'est-ce pas? Sans parents connus, sans foyer. Nous pourrions argumenter qu'il a besoin d'un tuteur légal et moi, en tant que son seul parent vivant, serais le candidat naturel. » Les avocats échangèrent des regards. Cela pourrait fonctionner. Si vous avez la garde légale, vous pourriez contrôler ses actions légales jusqu'à ce qu'il soit majeur. Étienne sourit, mais c'était un sourire sans joie. Alors, lancez le processus demain. Ce qu'il ignorait, c'est que Matisse et Maître Dubois avaient déjà 3 pas d'avance et que la vraie bataille ne faisait que commencer. La salle d'audience du tribunal de grande instance, chambre des affaires familiales, était bondée au-delà de sa capacité. 2 semaines s'étaient écoulées depuis qu'Étienne Leclerc avait entamé la procédure de garde et la nouvelle s'était répandue dans la presse. Il y avait maintenant des caméras de télévision devant le bâtiment, des journalistes se bousculant pour obtenir la meilleure position, et l'histoire de l'enfant orphelin contre le magnat millionnaire était devenue virale sur les réseaux sociaux. Matisse était assis à côté de Maître Dubois à une table en bois usée par les années. Il portait des vêtements neufs, mais simples, ses cheveux coupés correctement pour la première fois depuis des mois. Malgré son apparence plus présentable, il restait évident qu'il était un enfant d'origine modeste dans un monde conçu pour les gens de pouvoir et d'argent. De l'autre côté de la salle se trouvait Étienne Leclerc, entouré de 5 avocats coûteux, tous vêtus de costumes qui coûtaient probablement plus que le salaire annuel d'une famille moyenne. Étienne avait adopté une expression de préoccupation paternelle qui donnait la nausée à Matisse. C'était comme voir un loup déguisé en brebis. « Tous debout », annonça l'huissier, l'honorable juge Mariana Cordier, président.
La juge entra. Une femme de 58 ans, aux cheveux gris attachés en chignon serré et aux yeux qui avaient vu trop d'affaires d'enfants pris dans des batailles d'adultes. Elle s'assit et examina les documents devant elle pendant un long moment avant de parler. « C'est une affaire inhabituelle », commença-t-elle en regardant par-dessus ses lunettes de lecture. « Nous avons un enfant de 12 ans, orphelin, sans domicile connu ni tuteurs légaux, et nous avons son oncle paternel, un homme aux moyens considérables, demandant la garde légale. » Elle fit une pause. « Mais nous avons aussi une action civile en cours entre ces mêmes parties concernant un héritage contesté. Dubois, pouvez-vous expliquer votre position ?» Maître Dubois se leva. « Votre honneur, la demande de garde de M. Leclerc n'est pas un acte de préoccupation familiale. C'est une tentative transparente de contrôler les actions légales de mon client. Si Étienne Leclerc obtient la garde, il aurait le pouvoir légal de faire en sorte que Mathis retire sa plainte ou signe des documents renonçant à ses droits d'héritage. C'est ridicule. » L'un des avocats d'Étienne se leva. « Mon client veut simplement remplir son devoir familial de prendre soin de son neveu orphelin. C'est ce que toute personne décente ferait. » « Décente ?» Maître Dubois répéta avec une incrédulité à peine contenue. « Votre client a ignoré l'existence de cet enfant pendant 12 ans. Il n'a jamais envoyé un centime d'aide pendant que le père de Mathis mourait d'un cancer. Il ne s'est jamais manifesté quand la mère est morte, et maintenant, il découvre comme par magie son devoir familial. Exactement 2 semaines après que Mathis ait réclamé son héritage légitime. » La juge leva une main, demandant le silence. « Monsieur Leclerc, est-il vrai que vous n'avez eu aucun contact avec votre frère ou sa famille au cours des 30 dernières années ?» Étienne se leva, adoptant une expression de tristesse répétée. « Votre honneur, il est vrai que mon frère Marc et moi nous sommes éloignés. Ce fut une séparation douloureuse basée sur des désaccords concernant l'entreprise familiale. Je suis resté à Paris pour gérer l'entreprise. Il a choisi d'aller à Clermont-Ferrand. Il fit une pause dramatique. J'ai essayé de maintenir le contact, mais Marc a rejeté toutes mes approches. Il était amer. C'est un mensonge. » Mathis se leva subitement, sa voix résonnant dans la salle. « Mon père n'était pas amer. Vous l'avez trompé. Vous lui avez volé sa part de l'entreprise et vous l'avez ensuite abandonné à mourir dans la pauvreté. » À l'ordre. La juge frappa son marteau. « Enfant, asseyez-vous. Vous parlerez quand on vous le demandera. » Mathis s'assit, tremblant de rage et d'impuissance. Maître Dubois lui posa une main rassurante sur l'épaule. « Votre honneur. » L'avocat principal d'Étienne continua. « Mon client est prêt à fournir à son neveu tout ce dont il a besoin. Une éducation dans les meilleures écoles privées. Des soins médicaux de première qualité. Un foyer stable dans son manoir de 3000 carrés-mètres. Comparez cela à sa situation actuelle, vivant avec un avocat qu'il connaît à peine, sans réelle stabilité familiale. » Objection. Maître Dubois se leva de nouveau. « Je fournis un foyer temporaire approprié en attendant que les questions légales soient résolues. Et contrairement à M. Leclerc, je n'ai pas de conflit d'intérêts. Je n'essaye pas de faire taire l'enfant pour protéger ma fortune mal acquise. » Objection. C'est diffamatoire. C'est une vérité vérifiable. Maître Dubois rétorqua. « Et j'ai des preuves. » Il sortit un dossier épais et commença à en distribuer des copies à la juge et aux avocats d'Étienne. Ce sont des copies certifiées de documents des archives nationales. Elles montrent le testament original d'Octave Leclerc, divisant l'entreprise également entre ses 2 fils. Elles montrent également le document de transfert d'actions où Marc est censé avoir cédé sa part à Étienne. La juge examina les documents avec une attention croissante. De plus, Maître Dubois continua. « J'ai engagé le docteur Patricia Moreau, experte en analyse d'écriture avec 30 ans d'expérience, pour examiner la signature sur le document de transfert. » Docteur Moreau, une femme élégante de 60 ans, se leva de l'audience. « Votre honneur, j'ai examiné de manière exhaustive la signature sur le document de transfert, et je l'ai comparé à des échantillons vérifiés de l'écriture de Marc Leclerc. Ma conclusion professionnelle est que la signature sur le document de transfert est une falsification. Il y a au moins 15 points de divergence par rapport à l'écriture authentique de Marc. » Le murmure dans la salle se transforma en un rugissement. Les journalistes qui avaient réussi à entrer écrivaient frénétiquement. Étienne était devenu pâle, ses mains agrippant les accoudoirs de sa chaise si fort que ses phalanges étaient blanches. « C'est absurde !» cria l'un de ses avocats. « Il peut y avoir des divergences normales dans la signature de n'importe qui. 15 points de divergence ne sont pas des divergences normales. » Le docteur Moreau interrompit fermement. « Ce sont des preuves claires de falsification. » La juge Cordier s'adossa à sa chaise, étudiant Étienne avec une expression qui avait complètement changé. «
Monsieur Leclerc, ce sont des accusations très sérieuses. Avez-vous quelque chose à dire à ce sujet? Étienne se leva, et Mathis put voir la panique à peine contenue derrière son masque de contrôle. Votre honneur, ces documents ont 30 ans. Il est impossible de vérifier avec une certitude absolue. Je n'ai pas demandé une dissertation sur la vérification. La juge l'interrompit froidement. J'ai demandé si vous aviez quelque chose à dire sur les accusations selon lesquelles vous auriez falsifié la signature de votre frère pour lui voler son héritage. Mon frère, il a signé ces documents volontairement. S'il y a des divergences, elles peuvent être dues à la détérioration du temps ou parce que vous avez falsifié sa signature. Mathis se leva de nouveau et cette fois sa voix était ferme et claire. Mon père m'a tout raconté avant de mourir. Il m'a dit que quand il est revenu de Clermont-Ferrand, vous lui avez dit que vous aviez réorganisé l'entreprise, qu'il n'y avait plus de place pour lui, qu'il devait prendre l'argent et disparaître. Mais mon père n'a jamais rien signé, n'a jamais accepté d'argent. Vous l'avez simplement volé. C'est la parole d'un enfant qui n'a rien à gagner à mentir, Maître Dubois interrompit. En fait, il aurait été beaucoup plus facile pour Mathis d'accepter les 100 000 € que votre client lui a offert la semaine dernière comme pot de vin pour qu'il abandonne sa réclamation. Quoi? La juge se pencha en avant. Il a essayé de soudoyer l'enfant? L'avocat principal d'Étienne devint rouge. Ce n'était pas un pot de vin, votre honneur. C'était une offre d'accord légitime. 100 000 € pour un enfant orphelin de 12 ans vivant dans la pauvreté, en échange de la renonciation à ses droits d'héritage. Cela ressemble exactement à un pot de vin. La juge regarda Mathis. « Et tu as refusé cette offre ?»« Oui, votre honneur. »« Pourquoi ?» Mathis inspira profondément. C'était sa chance de dire la vérité devant quelqu'un qui avait le pouvoir de faire quelque chose. Parce que mon père a passé 30 ans à vivre avec l'injustice de ce qu'on lui a fait. Il est mort pauvre, sans pouvoir payer le traitement de son cancer, sachant qu'il avait été trahi par son propre frère. Et avant de mourir, il m'a fait promettre qu'un jour je viendrais réclamer la vérité. Je ne peux pas trahir cette promesse pour de l'argent. Le silence qui suivit fut absolu. Même les avocats d'Étienne semblaient mal à l'aise, incapables de trouver des mots pour réfuter l'honnêteté simple d'un garçon de 12 ans. « Votre honneur, maître. » Dubois parla dans le calme. « Cette affaire de garde est une fraude. Étienne Leclerc ne veut pas prendre soin de son neveu. Il veut le faire taire. Il veut contrôler sa capacité à poursuivre en justice pour ce qui a été volé à son père. Si ce tribunal lui accorde la garde, il sera complice d'une injustice continue qui dure depuis 30 ans. » La juge Cordier referma le dossier de documents devant elle avec un bruit définitif. « J'en ai assez entendu, monsieur Leclerc. Votre demande de garde est rejetée. » Le soulagement qui inonda Mathis fut si intense qu'il faillit s'évanouir. Maître Dubois serra son épaule fortement. De plus, la juge continua, sa voix devenant plus dure. « J'ordonne une enquête complète sur les allégations de fraude présentées ici aujourd'hui. Les documents présentés par Maître Dubois seront transmis au parquet pour examen criminel. » Étienne se leva si brusquement que sa chaise tomba en arrière. « C'est ridicule. Vous ne pouvez pas faire ça sur la base d'accusations infondées d'un enfant. Elles ne sont pas infondées s'il y a des preuves documentaires pour les étayer. » La juge répondit froidement. « Et je peux faire exactement cela. C'est mon devoir lorsque des allégations crédibles de fraude sont présentées devant ma cour. » Elle se tourna vers Mathis avec une expression plus douce. « Jeune homme, je vais nommer un tuteur ad hoc pour représenter tes intérêts pendant que ces questions légales sont résolues. » Maître Dubois continuera à fournir un logement temporaire. Mais il y aura une supervision des services sociaux pour assurer ton bien-être. « Merci, votre honneur, » dit Mathis, les larmes coulant sur ses joues. « Ne me remercie pas encore, » répondit-elle. Mais il y avait une lueur de respect dans ses yeux. « La bataille juridique ne fait que commencer, mais je veux que tu saches quelque chose. En 30 ans, en tant que juge aux affaires familiales, j'ai vu de nombreux enfants, et peu ont montré le courage et l'intégrité que tu as montrés aujourd'hui en refusant cet argent et en défendant la mémoire de ton père. » Quand l'audience se termina, Étienne quitta la salle comme une tempête, ignorant les questions hurlées des journalistes. Ses avocats le suivaient, tous parlant d'urgence de stratégie de contrôle des dégâts et de prochaines étapes légales. Dans le couloir, Mathis fut entouré de journalistes. « Comment te sens-tu après la décision? Que feras-tu de l'argent si tu gagnes? Que dirais-tu à Étienne Leclerc maintenant ?» Maître Dubois était sur le point d'écarter les journalistes quand Mathis leva la main. « Je veux dire quelque chose. » Le couloir se tut, tous les micros et caméras pointés vers le garçon de 12 ans qui avait affronté un magnat millionnaire. « Cela n'a jamais été une question d'argent pour moi, » dit Mathis d'une voix claire et forte. « Il s'agissait de prouver que mon père n'était pas un raté, comme l'a dit monsieur Leclerc.
Il s'agissait de montrer que c'était un homme bon, à qui on avait tout volé, mais qui n'a jamais perdu sa dignité. Et il s'agissait d'honorer la promesse que je lui ai faite avant qu'il ne meure. Et que dirais-tu à Étienne Leclerc? Mathis regarda directement la caméra, sachant qu'Étienne verrait cela. Je lui dirais qu'il n'est pas trop tard pour faire ce qui est juste, qu'admettre la vérité et demander pardon serait plus courageux que de continuer à mentir, et que l'argent qu'il a volé ne lui apportera jamais la paix que mon père avait, même en mourant pauvre. Now 260 Preside and Drive. Now 260 Drive. And now 260 Drive. Cette nuit-là, la vidéo devint virale. Des millions de personnes virent l'enfant orphelin parler avec une sagesse qui dépassait son âge. Les commentaires sur les réseaux sociaux explosèrent de soutien. Cet enfant a plus d'intégrité que la plupart des adultes. Il a refusé 100 000 € par principe. Incroyable. Étienne Leclerc devrait être en prison, pas dans un manoir. Mais tous les commentaires n'étaient pas positifs. Les défenseurs d'Étienne soutenaient que l'enfant était manipulé, que Maître Dubois ne voulait qu'une grande victoire juridique, que tout était un cirque médiatique. Dans son penthouse, Étienne regarda la vidéo 3 fois, buvant du whisky directement à la bouteille. Chaque fois qu'il voyait l'enfant parler, il sentait quelque chose se tordre dans sa poitrine. Culpabilité, peur, reconnaissance que cet enfant avait la force morale qu'il avait perdue des décennies auparavant. Son téléphone sonna. C'était sa fille aînée, Valentine, appelant d'Espagne où elle étudiait. « Papa, c'est vrai? Tu as vraiment volé ton frère ?» Étienne ferma les yeux. « C'est compliqué, Valentine. Ça n'a pas l'air compliqué. Ça ressemble à de la fraude. Ton oncle Marc était faible. Il n'avait pas ce qu'il fallait pour diriger l'entreprise. J'ai fait ce qui était nécessaire. Et cela incluait de falsifier sa signature, de le laisser mourir dans la pauvreté, d'essayer de soudoyer son fils orphelin. De quel côté es-tu? » Il y eut un long silence. « Je ne suis d'aucun côté, papa. J'essaie de comprendre comment l'homme qui m'a enseigné l'honneur et l'intégrité a pu faire une chose pareille. » Après qu'elle eut raccroché, Étienne resta à regarder les lumières de Paris, sentant le poids de 30 ans de mensonges l'écraser, et il se rendit compte que Mathis avait raison. L'argent qu'il avait volé ne lui avait jamais apporté la paix, seulement la peur constante que la vérité éclate un jour. Et maintenant, ce jour était arrivé. 3 semaines après l'audience, Étienne Leclerc était assis dans son bureau au 32e étage, regardant fixement l'enveloppe Kraft qui était arrivée ce matin-là. Elle portait le sceau officiel du parquet général. Ses mains tremblaient légèrement en l'ouvrant, bien qu'il sût déjà ce qu'elle dirait. Citation officielle pour interrogatoire. Affaire. Enquête pour fraude corporative et falsification de documents. Date. Lundi prochain, 9-0. Il avait passé 30 ans à construire un empire, s'assurant que personne ne puisse remettre en question son succès. Et maintenant, tout s'effondrait, à cause d'un garçon de 12 ans avec une valise cassée et une promesse faite à un père mourant. Son téléphone sonna. C'était son avocat principal. « Étienne, nous devons parler. Les procureurs ont des preuves solides, les échantillons d'écriture, les documents des archives, tout. Ils parlent d'accusations criminelles formelles. Combien d'années? Si tu es reconnu coupable de fraude corporative et de falsification, ça pourrait être 10 ans. 15. S'ils ajoutent la tentative de pot de vin à l'enfant. » Étienne ferma les yeux. 10 ans. Il aurait 62 ans à sa sortie. Son empire détruit, sa réputation ruinée, sa famille honteuse. Il y a une alternative, continua l'avocat. Négociation avec le parquet. Tu admets les accusations, tu rends l'héritage volé avec les intérêts et tu coopères pleinement. Tu éviterais probablement la prison en échange d'une liberté conditionnelle, de travaux d'intérêt général et d'une restitution financière. Mas, amici. Et ma réputation? Étienne, ta réputation est déjà détruite. La vidéo de l'enfant a 20 millions de vues. Tu es le méchant du mois sur les réseaux sociaux. La question n'est pas si tu vas tomber, mais comment tu vas tomber. En te battant et en mentant jusqu'au bout ou en admettant la vérité et en essayant de faire quelque chose de juste pour la première fois en 30 ans. Après avoir raccroché, Étienne se dirigea vers la grande fenêtre qui dominait Paris. De là, il pouvait voir la Seine, les bâtiments brillants sous le soleil, l'empire qu'il avait construit sur des mensonges, et il réalisa quelque chose qui le frappa comme un coup de poing dans l'estomac. Il n'avait pas apprécié un seul jour de tout cela. Chaque succès avait été entaché par la peur d'être découvert. Chaque million gagné avait été poursuivi par la culpabilité qui l'enfouissait de plus en plus profondément. Il avait sacrifié sa relation avec son frère, l'opportunité de connaître son neveu, sa propre tranquillité d'esprit, tout cela pour de l'argent qui ne lui avait jamais apporté le bonheur. Marc était mort pauvre, mais entouré d'amour. Étienne était riche, mais complètement seul.
Sa fille ne lui parlait pas. Ses deux fils lui avaient envoyé des messages froids disant qu'ils avaient besoin d'espace pour digérer. Les amis qu'il pensait avoir avaient disparu au moment où le scandale avait éclaté. Étienne prit son téléphone et composa un numéro qu'il n'avait pas appelé depuis des années. Bureau de Maître Dubois. J'ai besoin de lui parler et de l'enfant. C'est Étienne Leclerc. Il y eut un silence surpris de l'autre côté. Un instant, s'il vous plaît. 2 jours plus tard, Étienne entra dans l'appartement de Maître Dubois. C'était la première fois qu'il mettait les pieds dans un espace aussi modeste depuis des décennies. L'appartement était confortable, mais simple, sans les luxes auxquels il était habitué. Et assis sur le canapé, avec un livre de mathématiques ouvert, se trouvait Mathis. L'enfant leva les yeux et leurs regards se croisèrent. Étienne vit quelque chose dans ce regard qui le désarma complètement. Il n'y avait pas de haine. Il y avait de la prudence. Oui, de la méfiance, absolument. Mais pas la haine pure qu'Étienne pensait mériter. « Merci de me recevoir », dit Étienne, sa voix sortant plus faible qu'il ne l'avait voulu. Maître Dubois était debout à côté de Mathis, clairement protecteur. « Vous avez 10 minutes, parlez. » Étienne s'assit sur une chaise en face de l'enfant, soudainement incertain de comment commencer. Pendant 30 ans, il avait été celui qui dirigeait chaque conversation, celui qui détenait le pouvoir. Maintenant, il était face à un garçon de 12 ans, et il se sentait complètement vulnérable. « Mathis, commença-t-il finalement, je suis venu te dire que tu avais raison. » Surtout. L'enfant ne répondit pas. Il l'observait simplement avec ses yeux sombres qui ressemblaient tant à ceux de Marc. « J'ai falsifié la signature de ton père. Je lui ai volé sa part de l'entreprise. Et j'ai passé 30 ans à me justifier, à me dire que je l'ai fait parce que c'était nécessaire, parce qu'il était faible, parce que je pouvais mieux gérer l'entreprise. Yes, now, Mise, my now, Mise, yes. » Étienne sentit des larmes brûler ses yeux. Mais la vérité est que je l'ai fait parce que j'étais cupide, parce que je voulais tout le pouvoir, toute la richesse, et je me fichais de qui je trahirais pour l'obtenir. « Pourquoi me dites-vous cela ?» demanda Mathis, sa voix prudente. « Parce que dans 3 jours, je devrais me rendre au parquet, et ils vont me proposer un accord, admettre tout, te rendre ce qui t'appartient avec 30 ans d'intérêt accumulés, et accepter les conséquences. Yisney, using Helford. In the Maufer. Avir. » Étienne se pencha en avant. Mais avant de faire ça, je devais te le dire à toi d'abord, te regarder dans les yeux et admettre que j'ai infligé à ton père la pire trahison qu'un frère puisse faire à un autre. Mon père est mort en vous haïssant, dit Mathis. Et il y avait de la douleur dans sa voix. Les dernières années de sa vie, quand le cancer le tuait, parfois je l'entendais pleurer la nuit. Il ne pleurait pas de douleur physique. Il pleurait pour vous, pour le frère qu'il avait perdu, pour la trahison qu'il n'avait jamais pu surmonter. Chaque mot était un couteau dans le cœur d'Étienne. Je sais, et il n'y a rien que je puisse faire pour changer cela. Je ne peux pas rendre ton père. Je ne peux pas donner à ta mère les années qu'elle a passées à travailler jusqu'à l'épuisement pour essayer de survivre. Je ne peux pas réparer le mal que j'ai causé. Alors, pourquoi êtes-vous ici ? Étienne inspira profondément. Parce que, même si je ne peux pas changer le passé, je peux faire quelque chose pour l'avenir. Je vais rendre tout ce que j'ai volé. L'entreprise, l'argent, tout. Et je vais créer une fondation éducative au nom de ton père, pour les enfants défavorisés de Clermont-Ferrand, afin que l'héritage de Marc Leclerc soit d'aider les autres, et non l'amertume d'avoir été trahi. Et cela vous fait vous sentir mieux ? Demanda Mathis, et il y avait un tranchant dans sa voix. Vous croyez pouvoir acheter le pardon avec de grands gestes ? Non, Étienne répondit honnêtement. Je n'attends pas ton pardon, je ne le mérite pas. Mais j'espère qu'un jour tu pourras regarder en arrière et voir qu'au final, quand je n'ai pas eu d'autre choix que d'affronter la vérité, j'ai au moins eu le courage de l'admettre. Maître. Dubois intervint. Étienne, les procureurs m'ont déjà contacté au sujet de l'accord qu'ils proposent. Ils sont prêts à recommander la liberté conditionnelle si vous coopérez pleinement. Mais il y a des conditions. Lesquelles ? Renonciation totale à toute participation dans Leclerc Industries. Les 50% que vous avez volés à Marc iront directement à Mathis dans un trust géré jusqu'à ses 25 ans. Les 50% qui vous appartenaient légitimement seront liquidés et 70% de ces fonds iront à la restitution et à l'indemnisation. Étienne fit les calculs mentalement. Il lui resterait peu, être 5 millions d'euros sur une fortune qui dépassait les 100 millions. Suffisamment pour vivre confortablement, mais pas richement. Il devrait vendre son penthouse, ses voitures de luxe, sa maison de plage à Saint-Tropez. « J'accepte », Mathis le regarda surpris. « Si facilement ? Vous allez tout abandonner ?
Ce n'est pas facile, Étienne admit. C'est la chose la plus difficile que j'ai faite de ma vie. Mais oui, je vais le faire. Parce que j'ai découvert quelque chose ces dernières semaines. Tout cet argent ne m'a jamais rendu heureux. Il m'a seulement fait me sentir puissant et le pouvoir sans honneur est un poison. Il se leva pour partir, mais Mathis parla de nouveau. « Attendez. » Étienne se retourna. « Mon père a gardé une photo de vous deux quand vous étiez jeunes. Il l'a gardée toute sa vie, même après ce que vous lui avez fait. Savez-vous pourquoi, Étienne ?» Il secoua la tête, la gorge trop serrée pour parler. « Parce qu'il m'a dit que le frère qu'il aimait était toujours là, quelque part enfoui, sous des années de cupidité et de peur. Il m'a dit qu'il espérait qu'un jour vous le retrouveriez. » Mathis sortit la photographie froissée de sa poche. « Peut être que ce jour est maintenant. » Étienne prit la photo de main tremblante. Ils étaient là, Marc et lui, 25 ans, les bras sur les épaules l'un de l'autre, souriant à un avenir qu'ils pensaient affronter ensemble. Ils avaient l'air si heureux, si pleins d'espoir, si innocents avant que l'ambition ne les sépare. « Puis-je garder ça ?» demanda-t-il d'une voix brisée. Mathis hocha la tête. « C'était à mon père, maintenant c'est à vous. Peut être que ça vous rappellera qui vous étiez avant de vous perdre. » Cette nuit-là, Étienne ne dormit pas. Il resta assis dans son penthouse vide, regardant la photographie, pleurant pour la première fois en 30 ans. Il pleurait pour le frère qu'il avait trahi, pour le neveu qu'il avait tenté de détruire, pour la vie qu'il avait gâchée à courir après des choses qui n'avaient jamais eu d'importance. Et il pleurait parce qu'un garçon de 12 ans lui avait montré plus de miséricorde qu'il n'en avait jamais montré à qui que ce soit. Le lundi suivant, Étienne Leclerc entra au parquet général, entouré de caméras et de journalistes hurlant des questions, mais cette fois-ci, il n'essaya pas de se cacher. Il s'arrêta devant les caméras et parla. « Il y a 30 ans, j'ai volé à mon frère Marc sa part légitime de notre entreprise familiale. J'ai falsifié sa signature, créé des documents frauduleux et passé 3 décennies à vivre un mensonge. Marc Leclerc était un homme bon qui méritait mieux de ma part, de sa famille, de la vie. Il est mort dans la pauvreté pendant que je vivais dans un luxe volé. Les journalistes étaient dans un silence absolu, surpris par l'aveu public. Aujourd'hui, je suis ici pour admettre formellement mes crimes, pour rendre ce que j'ai volé avec 30 ans d'intérêt et pour accepter les conséquences de mes actions. Je n'attends pas de pardon, je ne mérite pas de sympathie. J'espère seulement que mon neveu Mathis Leclerc saura que son père avait raison. Le frère qu'il aimait était toujours là. Il n'avait juste besoin que d'un enfant courageux pour me le rappeler. » Les images devinrent virales instantanément. La confession publique d'Étienne Leclerc fut diffusée sur toutes les chaînes d'information. Elle fut partagée des millions de fois sur les réseaux sociaux. Elle suscita des débats dans les émissions de télévision, mais la personne la plus importante regardait depuis l'appartement de Maître Dubois. Mathis regardait l'écran, les larmes coulant sur ses joues, tenant une photo de son père. « On l'a fait, papa », murmura-t-il. « On a trouvé la vérité et peut être, juste peut être. On a sauvé une âme dans le processus. » Maître Dubois posa une main sur son épaule. « Ton père serait incroyablement fier de toi. Croyez-vous que j'ai bien fait de lui donner la photo? Je crois que tu as fait quelque chose que très peu d'adultes auraient le courage de faire. Tu as donné à quelqu'un qui t'a fait du mal la chance de se racheter. Ce n'est pas une faiblesse, Mathis. C'est la plus grande force qui existe. » Et tandis que le soleil se couchait sur Paris, Mathis sut que sa promesse à son père était tenue. La vérité avait éclaté. La justice avait prévalu. Et, plus important encore, il avait appris que la vengeance ne guérit jamais les blessures, mais que la miséricorde peut transformer les cœurs. 4 mois après le jugement, Mathis se tenait devant le bâtiment qui avait été Leclerc Industries. L'enseigne avait été changée. Elle disait maintenant « Fondation Marc Leclerc, bâtir l'avenir, honorer le passé ». Maître Dubois était à ses côtés, souriant avec fierté. « Prêt pour ton premier jour en tant que président du conseil d'administration ?» Mathis rit nerveusement. « J'ai 12 ans. Je ne sais pas comment être président de quoi que ce soit. C'est pourquoi nous avons une équipe d'administrateurs professionnels qui géreront les opérations quotidiennes, mais les décisions importantes, celles qui définissent ce que fait cette fondation et qui elle aide, celles-là sont les tiennes, ou le seront, quand tu auras 25 ans. Pour l'instant, moi et 2 autres conseillers voteront en ton nom, mais toujours en te consultant. » Les mois avaient été intenses. L'accord avec le parquet avait été respecté. Étienne Leclerc avait reçu 5 ans de liberté conditionnelle, 1000 heures de travaux d'intérêt général et l'interdiction permanente de diriger toute entreprise. Sa fortune avait été liquidée comme convenu. Les 50% qui appartenaient à Marc étaient allés à un trust pour Mathis, géré par Maître Dubois et 2 conseillers indépendants.
C'était environ 50 millions d'euros. Une somme que Matisse ne pouvait toujours pas entièrement comprendre. Mais ce qu'il avait fait avec cet argent était ce qui importait vraiment. Au lieu de simplement le garder ou le dépenser, Matisse avait demandé à Maître Dubois de l'aider à créer quelque chose de significatif. La fondation Marc Leclerc offrait maintenant des bourses d'études complètes aux enfants de familles à faible revenu dans tout le pays. Elle avait ouvert 3 écoles techniques à Clermont-Ferrand, Lyon et Marseille. Elle finançait des traitements médicaux pour des familles qui ne pouvaient pas payer. « Ton père serait si fier », dit Maître Dubois alors qu'ils entraient dans le bâtiment rénové. Le hall n'était plus l'espace intimidant de marbre et de luxe excessif. Il avait maintenant des murs peints de fresques colorées créées par des étudiants boursiers. Il y avait une bibliothèque ouverte au public, un centre d'orientation professionnelle, des espaces où les enfants des quartiers défavorisés pouvaient venir étudier, rêver, croire qu'ils avaient un avenir. Au centre du hall, il y avait une photographie agrandie. C'était l'image de Marc et Étienne Leclerc quand ils étaient jeunes, souriants, les bras sur les épaules l'un de l'autre. En dessous, une plaque disait « Marc Leclerc, un homme bon, qui n'a jamais perdu sa dignité. Ce bâtiment existe pour honorer sa mémoire, aidant les autres à réaliser leurs rêves. » Matisse toucha doucement la plaque. « Bonjour, papa, » murmura-t-il. « Je crois que c'est ce que tu aurais voulu. » Ce jour-là, il y eut une cérémonie d'inauguration officielle. Des centaines de personnes remplirent l'auditorium de la Fondation. Il y avait des étudiants boursiers, des familles qui avaient reçu une aide médicale, des représentants de communautés défavorisées de toute la France. Quand vint le moment pour Matisse de parler, il ressentit la même nervosité que des mois auparavant en entrant dans ce bâtiment pour la première fois avec sa valise cassée. Mais maintenant, c'était différent. Il ne venait réclamer rien pour lui-même. Il venait donner. « Mon père était mécanicien », commença sa voix amplifiée par le microphone. Il travaillait de ses mains, réparant de vieilles voitures pour des gens qui ne pouvaient pas se permettre des ateliers chers. Il gagnait peu d'argent, mais il m'a appris que la vraie richesse n'est pas dans ce que l'on possède, mais dans qui l'on est. Il regarda le public, voyant des visages qui reflétaient ses propres luttes. Quand je suis venu ici il y a des mois, je suis venu parce que j'avais fait une promesse à mon père avant qu'il ne meure. Je lui ai promis que je chercherais la vérité, que je me battrais pour la justice. Mais ce que je ne comprenais pas alors, c'est que la justice n'est pas seulement de punir ceux qui font le mal, c'est de guérir ce qui a été brisé. Il fit une pause, rassemblant son courage pour les mots qu'il devait prononcer. Étienne Leclerc a fait quelque chose de terrible à ma famille. Il nous a volé 30 ans de prospérité, d'opportunité, de paix. Mais quand il a eu le choix de continuer à mentir ou d'admettre la vérité, il a choisi la vérité, et cela a demandé plus de courage que tout ce qu'il a fait en 30 ans de mensonges. Il vit Étienne assis au dernier rang de l'auditorium, essayant de passer inaperçu. Leurs regards se croisèrent. Étienne hocha légèrement la tête, des larmes coulant sur son visage. « Cette fondation n'existe pas par haine ou vengeance, » continua Matisse. « Elle existe parce que mon père croyait que tout le monde mérite une chance. Peu importe d'où vous venez, combien d'argent vos parents ont ou quels obstacles vous rencontrez. Si vous avez des rêves et que vous êtes prêt à travailler dur, vous méritez la chance de les réaliser. » L'ovation fut assourdissante. Des gens se levèrent, applaudissant les larmes aux yeux. Ce n'était pas seulement une fondation qu'ils célébraient, c'était la preuve que le bien pouvait sortir du mal, que la rédemption était possible, qu'un enfant n'ayant rien d'autre que de la détermination pouvait changer le monde. Après la cérémonie, Étienne s'approcha timidement de Matisse. Il avait l'air différent. Il ne portait plus de costume cher. Il était vêtu de vêtements simples. Il avait perdu du poids, et il y avait quelque chose dans ses yeux qui n'avait pas été là avant. Une humilité authentique. « Matisse, » dit-il doucement, « je n'attends pas que tu me pardonnes, mais je voulais que tu saches que je fais mes travaux d'intérêt général dans une soupe populaire à Belleville. Et chaque jour où je sers de la nourriture, je pense à ton père, à la façon dont il a travaillé dur toute sa vie pendant que je vivais dans un luxe volé. Comment vous sentez-vous » demanda Matisse. « Humiliant, épuisant, et la meilleure chose qui me soit arrivée en 30 ans. » Étienne sourit tristement. « Pour la première fois de ma vie, je fais quelque chose qui compte vraiment. Je n'accumule pas d'argent, je sers les autres. » Mon père aurait été fier d'entendre ça. Vraiment, vraiment, il disait toujours qu'il n'est jamais trop tard pour être une meilleure personne, que chaque jour est une nouvelle opportunité de choisir qui on veut être. Étienne s'essuya les yeux. « Puis-je vous demander quelque chose ?»« Oui. Quand vous aurez 25 ans et que vous prendrez le contrôle total de la fondation, y aurait-il un moyen pour que je puisse, je ne sais pas, contribuer d'une manière ou d'une autre ?»
Pas avec de l'argent, parce que je n'en ai pas beaucoup, mais peu, être avec du temps, avec du travail, avec tout ce que je peux offrir. Mathis y réfléchit un instant. Savez-vous quelque chose sur la mécanique? Étienne parut confus. La mécanique? Mon père a toujours voulu ouvrir une école technique où des enfants des quartiers pauvres pourraient apprendre des métiers. La mécanique, l'électricité, la menuiserie, des métiers qui leur donneraient de réelles opportunités de travail. Mathis sourit. Vous et mon père travailliez ensemble dans l'atelier de mon grand-père quand vous étiez jeune, n'est-ce pas? Avant que l'entreprise ne s'étende à la vente de voitures, nous passions des week-ends entiers à réparer des moteurs. Pour la première fois, Étienne sourit avec une chaleur genuine en se souvenant. Marc était un meilleur mécanicien que moi. Il avait un don naturel. Alors pourriez-vous enseigner cela, transmettre les connaissances que vous avez partagées. Ce serait une façon d'honorer sa mémoire. Étienne resta sans voix, submergé par la générosité qu'il ne méritait pas. Je ferai ça de tout mon cœur. Quelques semaines plus tard, Mathis était assis dans ce qui était maintenant sa chambre permanente chez Maître Dubois, qu'il avait formellement adopté. Le processus avait été rapide une fois qu'il fut clair que c'était la meilleure option pour l'enfant. Mathis avait gagné non seulement la justice, mais aussi une famille. « En train de faire tes devoirs ?» demanda Maître Dubois, jetant un coup d'œil par la porte. « En train d'écrire une lettre. »« À qui ?» Mathis montra le papier. En haut, il avait écrit « Cher papa, je sais que tu ne peux pas la lire. » Mathis dit sa voix douce. « Mais je devais l'écrire de toute façon pour te raconter tout ce qui s'est passé, tout ce que nous avons accompli ensemble. » Maître Dubois s'assit à côté de lui. « Que lui dirais-tu » Mathis regarda les mots qu'il avait écrits. « Je lui dirai que j'ai tenu ma promesse, que nous avons trouvé la vérité et que nous l'avons rendue publique, qu'Étienne a admis ce qu'il a fait et qu'il essaie d'être une meilleure personne, que ta mémoire aide des centaines d'enfants à avoir les opportunités qui t'ont été volées. 19. Yes, Myla, Yesta. Et quoi d'autre? Que j'ai appris quelque chose que je ne m'attendais jamais à apprendre. Que la justice ne consiste pas seulement à punir les méchants, elle consiste à guérir ce qui est brisé, même lorsque cela signifie donner à quelqu'un qui vous a fait du mal la chance de se racheter. Maître Dubois serra Mathis dans ses bras. Ton père t'a bien élevé, et je suis sûr que, où qu'il soit, il sourit de fierté. Nasolega Yuka, Andy Alcocia. Un an plus tard, la fondation Marc Leclerc avait dépassé les attentes les plus optimistes. Elle avait octroyé 100 bourses complètes, avait ouvert 6 écoles techniques, avait aidé 300 familles avec des traitements médicaux qu'elles ne pouvaient pas payer. Et dans l'atelier de mécanique de l'école technique de Clermont-Ferrand, il y avait un homme de 53 ans qui enseignait aux adolescents comment diagnostiquer les problèmes de moteur. Étienne Leclerc n'était plus un magnat puissant. Il était un simple enseignant, partageant ses connaissances, servant les autres, construisant quelque chose de réel pour la première fois de sa vie. Un jour, l'un de ses étudiants lui demanda « Professeur, est-il vrai que vous étiez millionnaire ?»« Oui. » Étienne répondit honnêtement. « Et vous avez tout perdu ?»« Non, j'ai perdu de l'argent, mais j'ai trouvé quelque chose de bien plus précieux. »« Quoi ?» Étienne regarda par la fenêtre de l'atelier, voyant les étudiants travailler avec dévouement sur leur projet. « J'ai trouvé un but, j'ai trouvé la paix, et j'ai trouvé que le frère que je pensais avoir perdu pour toujours vivait dans le neveu que j'ai failli détruire. » Mathis visitait régulièrement l'école. À 13 ans, il était plus mature que beaucoup d'adultes, mais il restait un enfant qui aimait se salir les mains en réparant des moteurs. Lui et Étienne travaillaient ensemble dans les ateliers, enseignant aux élèves, partageant des histoires. Ce n'était pas une relation facile. Il y avait des jours où Mathis se souvenait de l'humiliation dans ce hall et ressentait du ressentiment. Il y avait des moments où Étienne se haïssait pour tout ce qu'il avait fait. Mais peu à peu, il construisait quelque chose de nouveau sur les ruines de ce qui avait été brisé. Un après-midi, alors qu'il fermait l'atelier, Mathis remarqua qu'Étienne avait la vieille photographie encadrée sur son bureau. Les 2 jeunes frères, heureux, tout un avenir devant eux. « Savez-vous ce que mon père m'a dit à propos de cette photo ?» demanda Mathis. « Quoi ?»« Que c'était son trésor le plus précieux, parce qu'elle lui rappelait qu'il y a eu un temps où vous vous aimiez comme des frères devraient s'aimer et qu'il croyait qu'un jour, d'une manière ou d'une autre, vous retrouveriez cet amour. So vi and so 5, and walla vi so, and you so. » Étienne toucha le cadre de doigts tremblants. « Je ne mérite pas ce genre de foi. Peu, être pas. Mais mon père l'avait quand même. Et il m'a appris qu'avoir foi en quelqu'un, même quand il ne le mérite pas. Parfois, c'est exactement ce dont ils ont besoin pour devenir qui ils pourraient être. » Cette nuit-là, Mathis écrivit dans son journal. « Aujourd'hui, j'ai compris quelque chose. La vengeance aurait détruit Étienne,
mais n'aurait rien guéri. La justice lui a donné des conséquences, mais aussi l'opportunité de changer. Et le pardon, qui est la chose la plus difficile à donner, est la seule chose qui guérit vraiment. Des années plus tard, quand Matisse eut 25 ans et prit le contrôle total de la fondation, Étienne continuait d'enseigner dans les écoles techniques. Il n'était plus l'homme arrogant qui avait humilié un enfant dans un hall d'entreprise. C'était un vieil homme humble qui consacrait ses journées à servir les autres, essayant de compenser 30 ans d'égoïsme par des décennies de service. Et quand on lui demandait quel était son plus grand accomplissement dans la vie, Étienne ne mentionnait jamais l'empire qu'il avait bâti. Il mentionnait le neveu qui lui avait appris qu'il n'est jamais trop tard pour choisir d'être meilleur. L'histoire de Matisse et Étienne devint une légende en France. Elle était racontée dans les écoles, discutée dans les émissions d'éthique, inspirant des gens qui affrontaient leur propre bataille contre l'injustice. Mais pour Matisse, il ne s'agissait jamais d'être célèbre ou inspirant. Il s'agissait de tenir une promesse faite à un père mourant. Il s'agissait de prouver que la dignité vaut plus que l'argent. Et il s'agissait d'apprendre que la vraie force n'est pas de détruire ceux qui vous font du mal, mais de leur donner la possibilité de se transformer, même quand ils ne le méritent pas. Parce qu'au bout du compte, nous méritons tous une seconde chance, et parfois les personnes qui nous blessent le plus sont celles qui ont le plus besoin de notre miséricorde. C'est la leçon qu'un garçon de 12 ans, avec une valise cassée, a enseignée à un millionnaire. Et c'est une leçon qui a changé 2 vies pour toujours.